Mouek est avec nous pour entamer cette demi-heure en visioconférence, le chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Commentons avec Bonjour. vous alors ce qui est l'événement pour l'instant de ce début d'année 2022, la Réserve fédérale américaine qui semble prête à accélérer encore un peu plus son calendrier de normalisation monétaire. On a vu avec les minutes de la réunion de politique monétaire des 14 et 15 décembre dernier que les débats sur la réduction du bilan, on avait déjà le tapering accéléré, les premières hausses de taux signalées pour 2022, mais la partie la plus intéressante semble désormais être celle de la réduction du bilan. Est-ce qu'il faut s'étonner que ce débat sur la réduction du bilan soit aussi prononcé à ce stade, Gilles, et qu'est-ce qui nourrit les débats au sein de la Fed sur cette partie spécifique de la normalisation de la politique monétaire américaine ? Ouais, je suis un peu étonné que ça arrive aussi rapidement et d'une manière aussi claire de la part de la Fed, parce que ça n'est pas une erreur d'interprétation du marché, ce focus sur le bilan. Le bilan de la Fed est mentionné 26 fois dans les minutes, ce qui, sur un texte d'à peu près 5 pages, vous dit à quel point cette notion était devenue centrale. Et la discussion est intervenue après une présentation par le staff de la Fed. Autrement dit, on en est à la discussion technique de la mise en œuvre de cette réduction du bilan. Donc c'est très avancé, donc ça aura probablement lieu à un certain point en 2022, même s'il se laisse un peu de marge de manœuvre sur la date exacte. Ça arrive un peu tôt parce que, en général, quand on est en début de normalisation de la politique monétaire, on procède un petit peu par tâtonnement. C'est-à-dire qu'on avait eu au mois de décembre ce message sur les 3 hausses de taux en 2022, alors que le marché pressait en fait plutôt 2 hausses de taux à ce moment-là, donc il y avait déjà un message plutôt quiche. On pouvait s'attendre à ce que la Fed attende et voir pendant quelques mois quelle était la réaction du marché avant éventuellement de commencer à parler d'une réduction de son bilan. Si jamais la réaction du marché n'était pas suffisante, si un surcroît de hawkishness s'avérait nécessaire. Ils n'attendent pas. Et je pense que la raison principale pour laquelle ils n'attendent pas, c'est qu'en fait, la Fed est très inconfortable avec le niveau actuel des taux d'intérêt de long terme. Ce qui se passe depuis le mois de septembre 2021, c'est que le marché a bien compris que les hausses de taux courts était dans le pipeline et allait intervenir plutôt rapidement. Mais en revanche, la partie longue de la courbe est restée très basse. On a un aplatissement de la courbe. Un aplatissement de la courbe, c'est pas très bon pour le secteur bancaire. Et surtout, je pense que la Fed a un problème de fond qui est qu'elle considère que le taux normal, le taux naturel des Fed Funds, des taux directeurs, à long terme, ça devrait être plutôt 2,5, alors qu'on avait des taux à 10 ans qui étaient plutôt aux alentours de 1,5 avant la trêve des confiseurs. Et donc, le message, à mon avis, de la part de la Fed, c'est attendez, à ce niveau des taux d'intérêt de long terme n'est pas un niveau normal, il faut que le marché se ressaisisse, il faut qu'il price les choses un peu plus. Le risque, à mon avis, c'est que on sait très bien comment démarrer une conversation sur la partie longue de la courbe, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel la Fed a un contrôle direct. Et le risque d'overkill, le risque de laisser les taux longs aller trop loin, me paraît pas du tout zéro. Oui, ça veut dire quand même dans la tête des investisseurs que la normalisation de la politique monétaire américaine, au moins dans sa première séquence, sera peut-être beaucoup moins cosmétique que ce qu'on pouvait imaginer, Gilles. Oui, et pour l'instant, le marché, en fait, ce qui vraiment m'étonne le plus, en fait, c'est que quand on regardait les anticipations d'inflation du marché, le marché n'était pas en état de panique sur l'inflation. Si on regardait les anticipations d'inflation à 10 ans, on était aux alentours de 2,5% sur du CPI. 2,5% sur le CPI, ça correspond à peu près à 2% en déflateur des prix de la consommation. Donc, c'était en ligne avec l'objectif de la Fed. Donc, le marché, en tout cas, ne considérait pas qu'il y avait un risque désancrage de l'inflation. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt à long terme, fondamentalement, ne remontaient pas autant. Mais la Fed ne veut pas prendre le risque, veut clairement taper du poing sur la table, veut provoquer une espèce de réaction forte dans le marché, ne veut pas en fait être la seule à faire le boulot, pour dire les choses un peu familièrement, c'est-à-dire qu'elle voudrait que l'ensemble de la courbe des taux participe au durcissement des conditions financières et permette d'éviter un dérapage inflationniste, mais c'est quand même un pari assez fort de la part de Powell et de ses collègues. Bon. Oui, un pari, une communication à travers les minutes, effectivement, qui amène une
Nouvelle tournure, on va dire, en ce début d'année 2022. Ce sera évidemment un des grands sujets à suivre, la politique monétaire tout au long de 2022. Si on regarde la partie européenne, Gilles, alors on vient d'avoir la première estimation d'inflation en décembre, qui est encore une surprise à la hausse, 5% pour l'inflation globale, y compris sur l'inflation cœur, hein, là aussi, qui est un peu plus élevée que ce qu'on pouvait imaginer. Est-ce qu'on garde en tête que ça reste le pic d'inflation en zone euro, ou est-ce que cette idée se fragilise un peu aujourd'hui ? Non, je pense que ça reste quand même le scénario central parce que à partir du mois de janvier, on aura des effets de base dans l'autre sens, hein, à cause des mouvements sur la TVA en Allemagne. La contribution allemande à l'inflation de la zone euro en décembre a été très forte, et donc ça va s'atténuer normalement au mois de janvier. Aussi, grande différence entre les États-Unis et la zone euro. Pour l'instant, en tout cas, il ne se passe pas grand-chose sur le marché du travail européen. On n'a pas la pénurie d'emploi, pardon, la pénurie d'offres de travail que l'on a aux États-Unis. Le taux de participation en France, par exemple, n'a jamais été aussi élevé. Donc, on aura sans doute une accélération des salaires en 2022 en réaction à l'inflation observée en 2021, mais ça devrait rester beaucoup plus réduit qu'aux États-Unis. Donc moi je pense que dans ces circonstances-là, la BCE doit continuer à être assez confortable avec l'approche qu'elle avait eue finalement au mois de décembre, qui était de dire, voilà, je gèle la politique monétaire jusqu'au mois d'octobre, hein, je vous dis exactement ce que je vais faire entre décembre et octobre 2022, et puis après on verra. Et si effectivement on a des signes d'inflation persistante, et bien à ce moment-là, le durcissement monétaire interviendra très tôt en 2023, et si ce n'est pas le cas, on prendra un peu plus de temps. Donc je pense qu'on reste quand même dans cette trajectoire générale en Europe, même s'il ne faut pas oublier, l'inflation que l'on avait avant la pandémie était une inflation anormalement basse, et ça, c'est probablement terminé. On a maintenant plutôt une inflation qui s'est réancrée au moins sur les 2% de la BCE. Si la Réserve fédérale américaine accélère encore un peu plus son calendrier, hein, ce dont on vient de discuter, Gilles, est-ce que ça peut changer quelque chose à un moment pour la Banque centrale européenne ? Assez peu, je pense, parce que je pense que la différence d'orientation des politiques monétaires entre la BCE et la Fed est assez bien ancrée dans le différentiel de conjoncture. C'est-à-dire qu'on a une situation de croissance, une situation d'inflation qui est assez différente des deux côtés. Donc je pense qu'il n'y a pas de justification nécessairement à ce que la BCE aille courir après la Fed. Et puis moi, ce que je retiens beaucoup des mouvements de ces derniers jours, c'est que en dépit de ce durcissement anticipé supplémentaire de la part de la Fed, il ne se passe pas grand-chose du côté du taux de change, hein. L'euro-dollar, l'euro ne s'est pas affaibli significativement davantage. Et ça aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement à attendre de la part de la BCE beaucoup d'effets de second tour via l'inflation importée, hein. Il n'y a plus de dépréciation forte de l'euro, et ça devrait plutôt les conforter dans leur trajectoire actuelle. Une petite question politique, Gilles, ce sera sans doute pas la dernière de 2022, mais regardons ce qui se passe du côté de l'Italie, avant l'élection française, bien sûr, qui est flaguée par tout le monde en ce début d'année 2022. Mario Draghi qui passerait d'un fauteuil de président du Conseil à un fauteuil de président de la République. Combien ça coûte au spread italien ? Ça peut pas être neutre. C'est-à-dire que il ne faut jamais oublier que 2021, ça a été un miracle italien. C'est-à-dire que tout le monde, y compris moi-même, pensait que ça allait être quand même très compliqué pour l'Italie en 2021-2022, avec en plus le début du tapering de la part de la BCE, un moindre soutien. Et le miracle, ça a été l'arrivée de Draghi au pouvoir, avec un degré de confiance du coup dans le marché, dans sa capacité à délivrer sur les réformes, sur l'accélération de la croissance en Italie, qui a quand même été vraiment remarquable. C'est-à-dire que le grand changement avec Draghi, c'est que lorsque vous faisiez des trajectoires de soutenabilité de la dette publique italienne, avant Draghi, souvent l'hypothèse que vous faisiez sur le taux de croissance, hein, qui est très important pour comprendre la soutenabilité de la dette à long terme, eh bien souvent vous preniez zéro, parce que zéro, c'était la croissance tendancielle italienne depuis malheureusement très très longtemps. Avec Draghi, les réformes, la mise en place localement du programme de nouvelle génération UE, on pouvait commencer à relever les anticipations de croissance, et donc ça participait à l'amélioration de la vision du marché de l'Italie. Draghi serait remplacé probablement, en tout cas dans un premier temps, par quelqu'un d'assez proche de lui, s'il devenait président de la République et laissait le siège de Premier ministre. Mais
sa capacité à inspirer confiance au marché, à mon avis, pourrait être plutôt plus basse que celle de Draghi. Et ça interviendrait à un moment où la BCE réduit son soutien au marché obligataire italien avec la fin programmée du PEP. Donc à surveiller quand même. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de translation du poste de Premier ministre à la présidence de la République sans effet sur la courbe des taux italienne. À surveiller, le vote aura lieu fin janvier en Italie et dans ce même mois de janvier, on aura des élections législatives anticipées au Portugal également avant d'attaquer la séquence française pour la partie européenne. Merci beaucoup Gilles. Gilles Mouek avec nous en visioconférence, chef économiste du groupe AXA, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart.